table du garage dans l'entrepreneuriat. Éric Godelier, bonjour. Bonjour. Éric Godelier, professeur à l'École Polytechnique, président du département Humanité et Sciences sociales de l'École Polytechnique pendant 13 ans 13 ans, ouais, un peu plus de 13 ans. 13 ans. Donc autant dire une position un peu singulière, voilà, c'est pas... et d'autant plus intéressante. Et donc ce garage, parce que c'est vrai que quand on parle entrepreneuriat, on a toujours le garage. Exactement. En fait, c'est assez amusant parce que je travaillais à l'époque sur l'histoire d'entreprise et la réussite d'un certain nombre de grands groupes. Et en regardant les profils d'entrepreneurs qui avaient réussi, Steve Jobs ou les tycoons, soit morts, soit encore en activité, j'avais été frappé par le fait qu'ils avaient toujours à peu près la même façon de se présenter, ou on les présentait à peu près toujours de la même façon, qui étaient des gens qui avaient raté leurs études, qui avaient été rejetés de leur communauté, qui avaient été adoptés, par exemple, comme Steve Jobs, et qui, au fond, s'étaient construits à la force du poignet pour arriver à bousculer les règles institutionnelles du capitalisme. Et la deuxième chose qui était assez amusante, c'est de voir à quel point, entre Hewlett-Packard, Steve Jobs ou d'autres, ils avaient réussi toujours dans un endroit magique, apparemment, le garage. Donc j'en étais venu à réfléchir au fond aux conditions, voire à la condition de réussite de l'entrepreneuriat et de l'innovation, qui était au fond d'avoir un garage. Alors, il faut avoir un garage ou il ne faut pas avoir de garage pour réussir en entrepreneuriat ? Eh bien, c'est assez amusant parce qu'en fait, effectivement, d'abord, tous n'ont pas eu un garage. Par exemple, Ferdinand Porsche, avec un profil assez identique, lui a réussi dans la cave de la maison dans laquelle il habitait. Au fond, je me suis interrogé pour savoir qu'est-ce que représentait cette idée du garage et qu'est-ce que, en s'inspirant un petit peu des lectures des mythologies de Paul Veyne, la mythologie chez les Grecs ou de Claude Lévi-Strauss, qu'est-ce qu'on pouvait faire dire à cette représentation, à cette image du garage? Et donc ce qui était assez amusant, c'est de voir qu'au fond, ce qu'on essayait de faire passer par là, c'est l'idée que le capitalisme est un système éminemment démocratique, puisqu'au fond, on ne réussit ou ne semble réussir que par ses capacités individuelles, par sa force de caractère, par sa capacité à fédérer un certain nombre de gens, et que, comme le système reconnaît les siens, tout le monde peut réussir. À partir de là, le garage semblait vraiment un endroit tout à fait intéressant, sauf que quand on creuse, ça ne marche pas tout à fait comme ça. Alors ça marche comment ? Je vais donner un exemple très célèbre, par exemple la création de Hewlett-Packard. Il faut savoir que le garage de Hewlett-Packard a été reconnu comme monument historique par l'État de Californie, et il y a une plaque devant ce garage qui marque le début de la Silicon Valley. Alors c'est très intéressant parce que quand on revient donc à l'entre-deux-guerres, Hewlett-Packard sont deux étudiants brillants de Stanford, ils ont fait des doctorats, donc déjà l'idée que ce sont des autodidactes ne marche pas. Ils vont voir le directeur de leur laboratoire parce qu'effectivement ils ont l'idée de créer une activité rémunératrice, donc de créer une entreprise, et ils vont solliciter ce directeur pour avoir un financement. Or il se trouve qu'au même moment, ce directeur va devenir le président de Stanford, et il dit « je ne peux pas matériellement vous financer, donc ce que je vous conseille, c'est de sortir de Stanford, de créer une entreprise, et à ce moment-là, Stanford pourra vous financer pour créer votre entreprise. » Et qu'est-ce qui se passe ? Effectivement, ils ont besoin très vite de déposer les statuts et d'avoir un local, donc ils vont chez le père de l'un qui leur prête un garage, mais on voit bien que simplement sur cet exemple, on pourrait prendre celui de Steve Jobs, on pourrait prendre celui de Ballmer et d'autres. Eh bien, ça ne marche pas comme ça, ça a été présenté. Et donc, par exemple, Google, c'est la même chose. On pense toujours que Google a été créé par des étudiants un peu expulsés du système. Ce n'est pas du tout vrai. C'est des gens qui sont issus d'un milieu académique, de mathématiciens, d'informaticiens, qui ont des doctorats et qui... effectivement, ont envie de créer une entreprise qui cherche d'abord à résoudre un problème simple que tous les gens du milieu académique connaissent, c'est-à-dire trouver vite des références académiques. Donc ils inventent un produit qui est d'abord pour les chercheurs, et ils vont voir le CNRS américain, le NSF, qui leur dit écoutez, on va vous financer sur des fonds publics la création d'une entreprise. Ensuite, seulement la NSF, pour des raisons institutionnelles, leur conseille de passer sur le marché et de devenir une entreprise privée. Donc là, encore une fois, effectivement, ce n'est pas tout à fait ce qui s'est présenté dans les mythes.
Quels enseignements on en tire pour l'enseignement en grande école, le rôle des grandes écoles, ce recours permanent à cette mythologie du garage? Alors c'est assez amusant parce qu'au fond, on voit dans beaucoup de grandes écoles, que ce soit des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, l'idée que l'innovation viendrait du fait qu'il serait nécessaire de jeter les élèves dans le bain le plus tôt possible, un peu comme autrefois dans les années 50, on apprenait aux jeunes enfants à nager en les jetant dans le bain et puis seuls les meilleurs allaient réussir à survivre. Et bien en fait, on s'aperçoit que dans un certain nombre d'exemples, dès lors qu'on part de là le mythe, au fond, comme un mythe, c'est quoi? C'est un mélange de faits avec des éléments irréalistes. Il n'y a pas de limite dans le temps. Quand on étudie ces différentes créations et ces différents succès avec une approche scientifique très rigoureuse issue des sciences sociales, on s'aperçoit que la plupart du temps, c'est fondé sur des gens qui ont des vrais diplômes, qui ont une vraie formation scientifique de haut niveau. Et donc, quand on voit ce qui se passe, c'est qu'il y a souvent des effets de mode, de jeter des étudiants en leur disant, au fond, c'est même pas la peine d'être diplômé, comme ça arrive dans certains discours de certaines entreprises, de certaines grandes écoles. Surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui, créez votre entreprise, c'est pas très grave. On a tendance à dire, il faut être un petit peu plus prudent et il faut quand même conserver un certain nombre de choses qui sont des fondements scientifiques, des fondements méthodologiques. Par exemple, qu'est-ce qui apprend le mieux à faire de l'innovation que de la formation par la recherche, y compris toutes les formes de recherche, des formes de recherche en laboratoire, mais des formes de recherche plus qualitatives sur le terrain. Pour terminer, Eric Godelulier, vous êtes spécialiste de business history, voilà, d'histoire de l'entreprise, des organisations. À la lumière de 13 années de direction du département Humanité Sciences Sociales de l'École Polytechnique, c'est facile d'enseigner le management et ce genre de choses à de futurs ingénieurs? Ce n'est pas tout à fait facile pour deux raisons. D'abord, les sciences sociales ont cette caractéristique. Pour reprendre ce que dit souvent Michel Vivorca, les sciences sociales, c'est comme le football. Il y a quelques experts, mais 60 millions de sélectionneurs. Et il y a beaucoup de gens qui n'y connaissent rien en sciences sociales et qui se permettent, alors qu'ils ne se permettraient pas d'intervenir dans des formations en sciences dures, de donner leur avis. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est que le management n'a pas toujours bonne presse. Et donc, souvent, effectivement, on s'aperçoit qu'un certain nombre d'élèves d'ingénieurs, ce n'est pas propre à l'école polytechnique, considèrent qu'à fait tout, le management, c'est surtout du bon sens. Parfois, les anciens élèves jouent un rôle en disant, au fond, le management, ça s'apprend d'abord sur le tas. Il est au contraire nécessaire de montrer qu'il y a un certain nombre de travaux de recherche de qualité qui ont produit des enseignements, des concepts, des méthodes et d'innovation pédagogique et que ça permet, si ce n'est de bien préparer la professionnalisation, au moins d'éviter un certain nombre d'erreurs quand les gens sont sur le terrain et travaillent dans des contextes organisationnels. Pour en finir avec la fable du garage, même si on sait qu'on a besoin de mythes aussi pour avancer. Merci Eric Godelulier. Merci bien.